Bienvenue à cette émission spéciale 20 janvier 2021, date à laquelle le mouvement Yerewolo debout sur les remparts prépare une manifestation prévue ce mercredi à Bamako. À cette occasion, nous avons eu le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui avec nous nos frères français, les Gilets jaunes. Et je vais parler de Yannick et Sébastien. Voilà, Sébastien et Yannick, voilà, ils sont tous Gilets jaunes. Et nous avons aussi avec nous l'honorable Moussa Diarra. L'honorable Moussa Diarra est un ancien député de la commune 4. Vous avez sans doute compris, nous allons parler aujourd'hui du 20 janvier 2021, qui est une date spéciale, compte tenu de cette manifestation depuis un moment dont nous parlons sur nos chaînes, à savoir le soutien à l'armée et aussi le départ des troupes françaises. C'est bien entendu le thème retenu par les organisateurs de cette marche. Et pour en parler, nous allons échanger avec vous pendant un certain temps. Et en attendant, avant d'entrer dans le vif du sujet, et les Maliens, c'est vrai, depuis 2018, nous entendons parler des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, pouvez-vous nous parler un peu de vos objectifs? Yannick. Oui, donc en novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes est né en France. Et ce qui a surpris tout le monde, y compris la population, c'est le nombre de gens qui se sont retrouvés à porter le gilet jaune et à dire au départ non aux taxes, à l'injustice fiscale. En fait, si vous voulez, il y a un certain nombre de Français qui n'habitent pas dans les grandes villes, qui habitent en dehors des grandes villes, dans les petites villes, etc. Et c'est des gens qui ont été victimes du départ des industries dans les années 90, donc du chômage de masse, et qui ont vu les services publics, l'hôpital du coin, les médecins qui sont à côté, la poste, etc., partir. Seul dans les grandes villes, il y avait encore un accès rapide à ces services. Et ce qui a mis un peu l'eau qui a fait déborder le vase, on a dit en France, au moment des Gilets jaunes, la goutte d'essence qui a fait déborder le vase, c'est une taxe sur le carburant. Et pour les Français, l'essence, c'est un coût, surtout dans un endroit où les services publics, le médecin, l'hôpital sont loin et qu'il faut prendre la voiture pour y aller. Oui. On ne peut pas prendre le métro dans une petite ville pour aller à l'hôpital du coin, ça n'existe pas. Donc les gens ont dit, on en a ras-le-bol, on a ras-le-bol de ces impôts, etc. Mais très vite, oui, dès les premières manifestations, les Gilets jaunes ont exprimé quelque chose de plus profond qu'on ne voyait pas avant dans les manifestations. Ils ont commencé à dire, mais qui gère l'argent dans notre pays? Où va l'argent? Ils ont commencé à se poser certaines questions par rapport à la dette, par rapport à la Banque de France. C'est quoi son statut? Et les gens ont commencé à découvrir qu'en fait, dans leur propre pays, ils ne contrôlaient pas leur monnaie, ils ne contrôlaient pas leur destin. C'était des banquiers, c'était des marchés financiers qui décidaient de l'économie en France. Donc progressivement, c'est un mouvement qui est passé on en a marre des conséquences de trop d'impôts, trop de taxes, aux causes. Et très vite, il y a eu une peur, panique du gouvernement, parce qu'il y avait un nombre important de gens qui s'étaient soulevés, d'une part, et en plus, ils commençaient à poser les bonnes questions aux dirigeants. C'est pas « je veux moins de taxes », c'est « pourquoi ?» vous êtes en train d'appliquer l'agenda de la Banque Centrale Européenne, l'agenda du FMI chez nous en France, pour des objectifs qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple français, mais dans l'intérêt des marchés financiers. Pourquoi? Sur les plateaux télé, dans les manifestations, etc. Donc le gouvernement de Macron a fait oula. Ça, c'est le début du mouvement des Gilets jaunes. Je vois. On comprend par là que votre lutte va au-delà de la France. Parce que souvent, on vous entend parler de l'écho, on sait la marche entre l'écho et le franc CFA. Pouvez-vous nous en parler un peu? Il y a deux choses, c'est-à-dire que très vite, les Français, quand ils se sont réveillés, ils ont compris en fait que ce qu'on appliquait à la France, on l'avait aussi appliqué à d'autres pays en Afrique. C'est-à-dire qu'on réduisait les budgets des hôpitaux, tous les budgets. Et donc on avait les plans d'ajustement structurel chez nous. Et là, quand c'était en Afrique, personne ne bougeait. Voilà. Mais quand c'était chez nous, on s'est dit non, pas chez nous. Et donc, il y a eu un début de solidarité qui a commencé à se créer entre, justement, les Français et les gens qui, dans le monde, se battent depuis des années, parfois, pour se libérer de cette oligarchie financière. Et c'est pour ça que, dès 2009, avec la Nyéléni Ticheri, on a organisé en France des manifestations entre les Gilets jaunes et le peuple français
et le peuple malien en France de la diaspora, pour dire non justement à ce système dans son intégralité. Et c'est là où a commencé cette solidarité, et c'est là qui fait qu'on est là aujourd'hui. Vous luttez tous contre des systèmes. Voilà, et ça c'est révolutionnaire. Oui. Mais je dois préciser... Je finis, c'est révolutionnaire, parce que pour la première fois, les peuples qu'on a essayé de diviser, en France on nous dit « Ah, regardez, les Africains ils viennent chez nous prendre notre travail, ils traversent la Méditerranée, etc. » On met les Français contre les Africains. Et ici on divise, on dit « Il y a des ethnies qui se battent les uns les autres », mais pas du tout. On divise ici, on nous divise entre nous. Et ça, les gens, avec ce qui s'est passé à Paris, les manifestations, avec le peuple qui s'est soulevé ici pour renverser le régime illégitime d'Ibeka, plus la lutte des Gilets jaunes, justement, a créé cette convergence des peuples. Et ça, c'est unique dans l'histoire parce qu'aujourd'hui, c'est au niveau mondial. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, très simplement, c'est-à-dire que dans les Gilets jaunes, il y a plusieurs collectifs. Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Gilets jaunes constituants. Et avec Thichéry et Sébastien et notre collectif des Gilets jaunes constituants, nous avons décidé, donc en mai 2019, donc quelques mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, d'aller à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne, dans le sud de la France, devant l'imprimerie de la Banque de France qui fait à la fois les euros et les francs CFA. Et nous étions venus avec une banderole qui disait francs CFA, euros, éco, enfin c'était pas encore l'éco à l'époque, mais euros, francs CFA, même esclavage. Et on a bloqué symboliquement pendant 1 heure l'entrée de l'imprimerie de la Banque de France pour dénoncer le colonialisme monétaire, et en France et en Afrique. Et je voulais juste dire ça parce qu'on a été très vu partout. Voilà, on était très surpris parce que très vite, au bout de quelques jours, plusieurs millions de gens ont vu ça. Et on était les premiers surpris de voir en fait qu'il y avait des ponts entre les peuples qui se faisaient facilement, qui se sont faits par les réseaux sociaux au départ. Oui. Nous voyons maintenant la pérennisation des Gilets jaunes. Ça veut dire que quelque part, vos objectifs sont en train d'être atteints. On n'en est pas encore là. Est-ce que vous avez eu des résultats? Vous avez eu des résultats? Non, vous voulez rester encore debout? Les Gilets jaunes continuent leur combat, mais avec la pandémie, ça a été très difficile. Voilà. Mais les Gilets jaunes sont encore sur les ronds-points, ils interviennent dans les péages, ils font des opérations devant les banques. Il y en a qui étaient encore au ministère des Finances la semaine dernière, donc il y a beaucoup d'opérations qui sont menées. Mais à cause de la situation sanitaire, c'est vrai qu'il n'y a pas encore les masses. Justement, ça permet de comprendre que la lutte continue. La lutte continue. Et je vais de l'autre côté chez notre honorable Moussa Diarra. Le mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, est connu aujourd'hui des Maliens. Mais pouvez-vous nous en parler encore davantage? Merci Thibault. Je pense que tout d'abord, je remercie Sébastien et Yannick, comme vous l'avez dit, des citoyens français, des Gilets jaunes, qui ont voulu nous soutenir dans ce que nous sommes en train d'organiser, dans ce que nous sommes en train de faire ici au Mali, par rapport quand même à la mauvaise politique de gouvernance, à la mauvaise politique française que nous-mêmes et eux sommes en train de dénoncer. Donc, comme ils viennent de le dire, c'est un éveil de conscience qui est né, une prise de conscience entre les peuples, entre les peuples français et puis les peuples maliens, les peuples africains. Ça c'est très important. Nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui, comme certains le disent, nous ne sommes pas des anti-français. Nous ne sommes pas des anti-français. Nous dénonçons comme même les citoyens français cette promesse politique française aujourd'hui qui est en train vraiment de toucher tous les pays africains presque et leur propre pays. Tout à fait. Donc le mouvement Yerewolo debout sur les remparts est né suite à la dénonciation par les différentes entités de cette mauvaise politique. Nous nous sommes retrouvés entre organisations, mouvements pour former Yerewolo debout sur les remparts. Société civile, il y a des jeunes politiques, des activistes, tout. Donc c'est une organisation, c'est un mouvement qui se veut fédérateur vraiment de toutes ces organisations. Donc ça reste encore ouvert à tous ceux qui n'ont pas encore, qui ne nous ont pas encore rejoints. C'est un mouvement qui est ouvert parce que c'est un combat uniquement pour le peuple et par le peuple. D'accord. Avant vous, nous savons qu'il y a eu d'autres mouvements qui avaient aussi manifesté pour les mêmes causes. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes ensemble? Nous sommes avec ce mouvement, notamment il y avait Iriba Koro, il y a Mali Kéléa, Mali Tekla,
comme ça avait commencé avec des mouvements, nous sommes ensemble. Oui. C'est pourquoi je dis, Lirawolo aujourd'hui, c'est la fédération vraiment de toutes ces organisations, tous ces mouvements-là, pour un seul objectif. D'accord. Parce que nous avons tous lutté à un moment donné pour les mêmes combats. Oui. Et nous voyons que en allant de façon singulière à ces combats, personne n'est en mesure vraiment de mener à bien ces combats. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés. Chaque jour même, chaque semaine, hebdomadairement, de façon hebdomadaire, nous nous retrouvons au Carrefour des Jeunes pour échanger par rapport vraiment à notre projet. Le projet cette fois-ci, ça va commencer par la plus grande manifestation que nous avons prévue le 20 janvier. Justement, cette manifestation, nous allons en parler. Et quels sont les objectifs? Bon, les objectifs quand même de Lirawolo debout sur les remparts, l'objectif... Non, la manifestation qui est prévue. La manifestation qui est prévue, oui. Ça c'est pour avoir quand même 2 ou 3 millions de Maliens sur le boulevard de l'Indépendance. Nous avons changé de fusil d'épaule, comme je le disais tout de suite. Ce n'est pas un combat pour moi, ou bien pour Bernoué, Srik Kouaté, les responsables du mouvement, non. C'est un combat pour le peuple. Oui. Nous avons quand même entrepris des démarches jusqu'au niveau local. Au niveau local où on va rencontrer les Maliens jusqu'au niveau des grains. Donc cette tactique, on a essayé de développer pour informer, sensibiliser les Maliens vraiment sur le danger qui plane et sur tout ce que nous subissons comme misère, malheur, tuerie ou autre là. Donc nous sommes en train de sensibiliser. Vous avez eu le temps de préparer. Voilà, nous avons eu le temps de préparer parce que les dernières fois où nous sommes sortis, c'était quand même des phases de pression où on essayait de mettre la pression sur l'oppresseur afin qu'il puisse changer de position. Et cette fois-ci, nous avons vu qu'après tout ce temps-là, nous avons vu que ça ne change absolument, ça n'a rien changé. Mais on a vu que quand même, ils ont pris quand même le mouvement en considération, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui est en gestation à laquelle il faut faire extrêmement attention. Mais qu'est-ce que vous demandez concrètement en sortant le 20 janvier? En sortant le 20 janvier, comme on l'a dit, nous demandons quand même le départ des troupes françaises sur notre territoire. Le départ, nous allons demander ça, ce n'est que le début du combat. C'est le thème phare. C'est le thème phare. Ouais. On ne dit plus France dégage ou autre là, on nous demande leur départ. Dans toute lutte, chacun a sa stratégie. Oui. Aujourd'hui, nous avons vu que ces forces françaises-là, bien vrai qu'il y avait quand même des accords de coopération militaire avec notre pays, mais la France est venue s'implanter le 13 janvier 2013 sur notre territoire. Nous avons... À la demande de nos autorités. À la demande de nos autorités, bien sûr. Oui. Maintenant, nous avons dit quel bilan nous pouvons faire vraiment de cette présence. 8 ans de présence, quel bilan concrètement on peut faire de cette présence. Nous avons fait cette évaluation et nous sommes venus à la conclusion qu'aujourd'hui, mieux vaut le départ pur et simple de ces forces. Parce que quand tu fais les bilans objectivement de 2013 à aujourd'hui, tout le monde voit qu'il y a eu la recrudescence de la violence, il y a eu la recrudescence des tueries, il y a eu la multiplication, la propagation des groupes terroristes. Ben justement, parce qu'il n'y a pas seulement que la France. Quels sont vos arguments par rapport à ça? Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la France? Nous reprochons beaucoup de choses à la France. Ouais. L'accord de coopération, le traité de coopération militaire qui nous lie à la France aujourd'hui a des objectifs spécifiques. Aujourd'hui, la France est là pour aider notre armée en matériel. Aujourd'hui, les aider, la France est là pour les aider dans la formation. Aujourd'hui, la France est venue pour nous aider à recouvrir l'ensemble de notre territoire. Ouais. Donc, objectivement, parmi ces objectifs-là, il y a eu évolution dans quel domaine? On n'en voit pas. Pour vous, il n'y a pas de résultats. Nous savons que chaque fois, on nous informe qu'il y a eu des terroristes qui ont été neutralisés. Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de résultats palpables. Personne ne peut dire aujourd'hui que la France a apporté ça et voilà le résultat. Même l'ambassadeur de France aujourd'hui, à la table ici, il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. Nous avons dit aujourd'hui, la France est venue en 2013, pendant que les djihadistes étaient à Mopti à Kona. Ils ont fait cette repoussée jusqu'à la porte de Kidal. Mais aujourd'hui, les djihadistes, c'est où? C'est jusqu'à la porte de Bamako ici, si on peut s'exprimer. Parce que tu ne peux pas traverser aujourd'hui le fleuve de Ségou sans que tu ne tombes quand même dans des villages contrôlés par des djihadistes. Donc au moment où ils venaient sur notre territoire, le combat était quand même dans les régions du nord. Mais aujourd'hui, là, le combat est venu jusqu'au centre. Les centres, quand tu dis centre, tu parles là de Ségou, tu parles là de Koulikoro,
tu parles là d'une très bonne partie de ces groupes. D'accord. Je vais revenir vers vous. Mais avant, je voudrais demander à mes frères, les gilets jaunes, Sébastien et Yannick, je ne sais pas parmi vous qui va répondre à ma question, mais en tant que Français, vous, comment vous voyez l'intervention française au Mali? Alors, déjà, pour commencer, je voudrais rendre hommage à l'armée malienne qui a fait un travail héroïque avec des moyens extrêmement faibles. Et on sait qu'avec la corruption qui a été développée par l'ancien gouvernement, même les femmes des soldats qui tombaient sur le front n'arrivaient même pas à avoir leur pension. Et ça, c'est quand même tragique dans un pays qui veut se défendre. Donc ça, c'est la première chose, de rendre hommage à l'armée malienne qui a fait un travail héroïque. Deuxièmement, on va être très clair sur quelles sont les causes du terrorisme. Qu'est-ce qui a créé le terrorisme dans la région? C'est la politique criminelle d'un certain Nicolas Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy n'était pas venu déclencher une guerre en Libye, tuer un chef d'État, l'assassiner, on n'aurait pas eu tout le chaos dans la région, on n'aurait pas besoin d'intervenir. Et à chaque fois, c'est pareil, les États-Unis vont en Irak, encore plus de terroristes après. On va en Libye, encore plus de terroristes dans la région, donc encore plus de présence militaire de la France, donc encore plus de contrats. Donc déjà, la vraie cause du terrorisme aujourd'hui en Afrique ou au Moyen-Orient, c'est les politiques occidentales, donc c'est la France en particulier ici. Donc il faut être clair sur cette question. Et c'est ça que Yeré Rollo reproche, à juste titre, et que nous, les Français. D'ailleurs, vous savez, avant de partir, j'ai une bonne nouvelle pour le peuple malien. Le Point, le grand journal Le Point en France, a publié un sondage. Pour la première fois, plus de 50% des Français sont contre l'intervention de la France. À quelle année? Là, en 2021. Le 12 janvier 2021. Pour la première fois, plus de la moitié des Français se demandent la légitimité de cette guerre en Irak. Au Sahel. Donc, il faut savoir que cette guerre coûte aux Français 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Moi, je travaille dans un parti politique en France, Solidarité et Progrès. On a été candidat à la présidentielle. On a dit au début, quand le gouvernement a appelé l'armée française, pourquoi pas? Parce qu'il y avait un danger. Ok. Mais derrière, il fallait investir 2 millions d'euros pour développer le pays, pour remettre en eau les lacs Fagibine, pour faire des infrastructures, pour redévelopper l'économie. Parce que la plupart des gens qui vont dans le terrorisme, c'est pas des intégristes, c'est parce qu'ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de travail, il y a la misère, et les fous religieux, ils recrutent sur cette misère. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y aura pas de paix sans développement. Et tant qu'il n'y aura pas de développement, il y aura des terroristes et la France sera là. Donc c'est pour ça qu'hier, à l'invitation de Yeré Rollo, c'est ce qu'on est venu dire. C'est qu'il faut que le Conseil national de transition fasse exactement, on va rendre hommage à Modibo Keïta demain. Il faut faire exactement ce qu'il a fait à l'époque. Développer une armée nationale digne de ce nom. On va parler de ça après. On va parler de ça après. Mais en attendant, on ne peut pas dépenser autant d'argent dans une intervention sans pour autant avoir des intérêts. Et Yannick, pour vous, quels peuvent être les intérêts aujourd'hui de la France dans cette intervention? Les intérêts de la France ne sont pas les intérêts du peuple français. Le peuple français le sait très bien. C'est les intérêts de la France-Afrique, d'une bande de brigands qu'on appelle des oligarques qui ont beaucoup d'argent. C'est eux qui ont financé l'élection de Macron. Il faut rappeler, mais c'est avant Macron, l'intervention française. Bien sûr. Avant Macron, c'était depuis Hollande. Mais Hollande, qu'est-ce qu'il disait avant d'être élu? Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi le monde de la finance. Le problème de la misère, parce qu'il y a de plus en plus de pauvreté en France. Depuis les années 2000, la pauvreté augmente. Elle était en diminution en France. Elle réaugmente depuis les années 2000 et ça s'est empiré depuis la crise financière de 2008-2009. Donc ça n'a pas régressé sous Hollande, ça a continué. On peut dire que de ce point de vue-là, Sarkozy, Hollande, Macron, c'est la même chose. C'est une continuité, c'est un service à l'oligarchie financière, c'est notre ennemi commun. Macron, qui a été élu en 2017, il a dépensé 18 millions d'euros pour son élection, pour les clips, pour les affiches et pour la propagande. Sur les 18 millions d'euros, 12 millions d'euros, ça vient de banquiers de Wall Street, de banquiers français, de Wall Street, des places financières américaines et de Londres. Donc voilà, c'est le président, pas juste des riches, le président des intérêts financiers. Pour vous, c'est les intérêts financiers. Ils sont là au Mali, ils sont là au Sahel,
comme les Américains sont en Irak, pour des questions de contrôle de pétrole, de gaz, d'or, d'uranium au Niger, etc. Et de zones d'influence. Parce qu'ils pensent l'Afrique, pas avec les Africains, pour eux c'est une zone d'influence. C'est de la géopolitique. Les Français, ils en ont marre de ça. Les Français, ils veulent être tranquilles chez eux et ils veulent que les Maliens soient tranquilles chez eux. Et ils savent très bien, les Français, parce qu'ils ne sont pas bêtes, comme les Maliens ne sont pas bêtes, que si le gouvernement français voulait vraiment combattre le djihadisme, il dirait au Qatar et à l'Arabie Saoudite de partir de la France et il demanderait des enquêtes sur le financement ou les rumeurs de financement du Qatar et de l'Arabie Saoudite par rapport au mouvement djihadiste ici comme à l'autre bout du Moyen-Orient. Ben non, c'est tapis rouge pour le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et les Français, ils le savent très bien que leurs dirigeants, c'est pas juste qu'ils sont corrompus, ils servent le mal. Point. Justement, les dirigeants, parlons de nos dirigeants également honorables. Oui. Nous avons vu l'année dernière, il y a eu le sommet de Pau, où Macron a donné l'occasion aux chefs d'État quand même de dire s'ils avaient besoin de la France ou pas. Et pourtant, ils ont renouvelé leur confiance à la France. Oui, c'est ça. C'est cette oligarchie que Yannick est en train de dire, de dénoncer. Aujourd'hui, les chefs d'État, les chefs d'État qui a été déchu tout de suite, Ibeka, c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, la France n'agit pas directement sur les peuples. Mais il y a ces valeurs locaux ici, ces chefs d'État africains. C'est pourquoi on l'a dit en janvier 2010, Ibeka n'a qu'à faire un choix. Nous avons donné toute la latitude, toute l'opportunité à Ibeka de faire un choix. Il a fait son choix et il est où aujourd'hui? Donc nous avons demandé aujourd'hui, mieux vaut être avec ton peuple que d'avoir son peuple contre toi. Mais il ne l'avait pas compris. Toute cette oligarchie qui sont là aujourd'hui, c'est pourquoi on a dit, le peuple est en train de s'éveiller après une prise de conscience. Nous allons combattre cette oligarchie jusqu'à leur dernier chevet. C'est pourquoi aujourd'hui ces gilets jaunes sont parmi nous. L'éveil des consciences aujourd'hui va nous permettre, à partir du 20 janvier, de montrer à qui veut l'entendre, que ce soit nos autorités, que ce soit nos responsables politiques, vous n'avez qu'à regarder vos peuples. Vous n'avez qu'à travailler avec vos peuples. Si vous avez d'autres objectifs qui ne sont pas, vous avez d'autres soucis, vous avez des problèmes qui ne sont pas ceux de votre peuple, vous allez vous faire avoir. Mais aujourd'hui, le prétexte qui est avancé, le terrorisme, on sait que ce n'est pas seulement pour le Sahel, ça concerne le monde entier, parce que ça va au-delà du Mali, du Sahel. Et pour cela, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi une cause aujourd'hui pour que les États se mettent ensemble? Cette présence française ne peut pas se justifier par cela? Non. Aujourd'hui, comme elle l'a dit, c'est terrorisme. Un ancien président malien l'a dit à l'époque. C'est terrorisme. Que le Mali seul ne peut pas combattre le terrorisme. Je l'ai dit, c'est terrorisme aujourd'hui dans le Sahel ne prend pas sa source d'aujourd'hui. Nous savons que les Mali, c'est à partir de la Libye que ces terroristes sont venus. C'était un complot depuis 1957 avec la loi OCRS. La loi OCRS a été votée par l'Assemblée française, l'organisation communautaire des États sahariens. Donc c'est un projet qui est là. Tout le monde sait aujourd'hui que le Sahel, c'est la zone la plus convoitée aujourd'hui. C'est pourquoi cette oligarchie, c'est l'impérialisme, le néocolonialisme qui veut quand même se faire un nom sous le couvert du terrorisme. Aujourd'hui, qui a amené ces terroristes? C'est qui? Qui a amené ces terroristes? C'est même autorité française. Il a parlé de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, pendant la guerre de Libye, tout le monde sait comment ça s'est passé avec l'Angleterre. Donc, ces terroristes ont été montés de petites pièces pour venir aux frontières. Les Mali n'ont pas de frontières avec la Libye. Nous n'avons pas de frontières avec la Libye. Donc, c'était quand même monté de toutes pièces pour que ces gens puissent venir. Demander aujourd'hui l'appui de la France. Les autorités ont été claires. À l'époque, Djangouna et Django se sont même contredits. Parce que quand Django dit que nous avons demandé les vecteurs aériens, nous n'avons pas demandé de trucs au sol, les autorités françaises ont répondu quoi? Qu'ils ne vont jamais venir avec un vecteur aérien, qu'ils vont venir avec le deux. Donc tout était planifié. Tout était planifié. Nous avons vu, les Maliens n'avaient pas, certains, tout le monde n'avait pas vu le complot qui était quand même formé contre notre peuple. Quand la force Serval est venue libérer Kona, à partir de Mopti, Tombouctou, Gao est venu s'arrêter aux portes de Kidal, nous avons tous crié. Il y a de ces familles-là, de ces mères d'enfants qui ont baptisé leurs enfants Daniel Boité, François Hollande. Mais on n'avait pas compris. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand vous êtes venu libérer un pays,
Ce n'est pas une portion qu'il faut libérer. Le président nigérien, Mamadou Issoufou, il l'a dit publiquement. Mais justement, pourquoi le Mali est aujourd'hui le terrain fertile? Le Mali est le terrain fertile parce que, moi je vais le dire, quand j'ai interpellé les ministres de la Défense, tout ça pour vous dire que c'est des manigances, c'était l'amunissement qui était à Gossi. Quand la force Serval a été transformée en force Barkhane, la force Barkhane a voulu s'installer à Gossi quand il y avait l'amunissement. Nous savons que l'amunissement Barkhane, c'est la même chose parce que c'est des organes qui sont dirigés par les mêmes responsables français. Donc ils ont voulu être quand l'armée malienne a voulu être à Gossi, ils ont demandé non et ils vont être à Gossi avec tout l'arsenal, avec le nombre d'hommes dans le Sahel, tout l'équipement qu'il faut. La zone de Gossi, la base de Gossi, c'est la zone la plus stratégique. Toute armée qui s'y trouve ne contrôle pas celui que les Maliens, mais tout le Sahel. C'est la zone la plus stratégique. Donc nous avons compris déjà ce qu'ils voulaient en ce moment. Et au même moment, ils ont demandé à ce que l'armée malienne soit à Bourkessi et à Mondoro, les camps de l'armée malienne. Les attaques de ces camps témoignent cela. Mais justement, nous ne pouvons pas comprendre. Entre-temps, nous avons signé un accord de coopération de défense entre la France. C'est pourquoi entre la ça veut dire quelque part entre la France et le Mali. Non, entre la France et la France. Oui, oui, c'est pourquoi moi j'ai dit, c'est à la suite de l'évaluation de cet accord-là qu'il y aurait eu débouché les remparts. Et puis d'autres Maliens qui n'étaient pas dans le mouvement, qui n'étaient pas dans autre chose, ont compris aujourd'hui le jeu. Parce que quand vous venez à travers un accord, le minimum aurait été quand même d'aller à l'application de cet accord. Et cet accord est passé par l'Assemblée quand vous étiez député? Cet accord-là est passé par l'Assemblée nationale. Vous l'avez voté? Ça a été voté à l'unanimité. À l'unanimité. Ça veut dire que vous l'avez voté aussi? On l'avait voté. Oui. On l'avait voté quand j'étais de la majorité. Même l'opposition en a voté. C'était pourquoi Bandao, qui est là aujourd'hui président de la transition, c'est lui qui a défendu le projet. Il était ministre de la Défense. C'est lui qui a défendu le projet. Donc, il y a des inquiétudes qui se sont posées. Mais il nous a clairement dit que ces projets dans un cadre de partenariat d'égal à égal. D'égal à égal. Quand il a même été interviewé par les journalistes. Mieux que ça, quand on a même tendu le micro aux députés à l'époque de l'opposition, tout le monde quand même a salué cet accord. Parce que nous avons besoin de sécurité. Mais est-ce qu'il y a des zones d'ombre dans cet accord? Parce que jusque-là, on a l'impression qu'il y a des non-dits. Certains nous parlent des comme je l'ai dit. Non, comme je l'ai dit, les missions principales, les objectifs principaux de cet accord-là, ça c'était de venir former nos militaires aujourd'hui, les équiper, nous aider à recouvrir l'intégrité de notre territoire. Lesquels de ces objectifs est atteint selon vous? Il n'y en a pas. Et en termes de formation, il y a eu quand même... Non, en termes de formation, qui peut dire aujourd'hui aujourd'hui la force Barkhane, elle évolue même seule sur le terrain. Comme je l'ai dit, quand le camp de Mondoro a été attaqué, ça a été attaqué 2 jours après que les forces françaises soient venues faire un tour, le tour même du camp, en n'ayant même pas adressé la parole aux soldats maliens. Nous comprenons ça pourquoi. Si aujourd'hui nous disons que la France arme et aide les terroristes dans leur mouvement, ce n'est rien d'autre que ça. D'accord. Je vais demander les Gilets jaunes ce qu'ils pensent de la coopération de défense entre la France et le Mali. Pour juste rebondir sur un point. Oui, allez-y. Sur le soutien à l'armée malienne, les formations, etc. Oui. Dans le Canard enchaîné, 6 janvier, là, il y a quelques jours, voilà ce qui est écrit. Toutes les victimes des engins explosifs que les djihadistes enfouissent dans le sol et victimes aussi du très faible blindage de leur vieux VBL. Voilà qui ne devait pas surprendre personne. Un tiers des 55 Français tombés au Sahel, donc 55 Français qui sont morts au Sahel, ont perdu la vie à cause de leur équipement, parce qu'ils ont un mauvais équipement. Et l'armée se refuse à avouer le nombre d'amputés et d'infirmes à vie. Donc, même nous, notre armée, elle est sous-financée. Même nous, on a des militaires en France, des pompiers, des gendarmes qui doivent acheter leurs propres chaussures. Donc déjà, vous voyez, et après on va donner des leçons, on va dire voilà, on va vous aider. Donc c'était pas un partenariat gagnant-gagnant, c'est ce qu'il a dit, c'était géopolitique.
On a présenté le beau paquet, c'est comme la belle démocratie qu'on voulait faire en Irak et qu'on avait fait à coup de bombe. Ben, c'est exactement le même type de contrat. Et c'est vrai que sous la pression, à l'époque, je comprends les députés, parce qu'il y avait une pression qui était très forte, il y a eu une peur, il y avait une panique, et si Bamako était tombé, ça aurait été une catastrophe. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, c'est global. Vous savez, ce qu'on appelle les révolutions de couleur. George Soros, c'est pas qu'au Mali où on essaye de mettre des marionnettes pour contrôler les matières premières. Quand l'Ukraine s'est rapprochée de la Russie pour faire des projets, vous avez des gens en Europe, ils ont financé des fascistes en Ukraine pour faire tomber le gouvernement, financé ouvertement par Obama, les Américains avec George Soros, etc. Et aujourd'hui, encore plus grave, on peut aimer Trump ou ne pas aimer Trump. Mais qu'aujourd'hui, vous avez cette dictature financière, Wall Street, et la dictature des GAFAM, Google, Facebook, Amazon, qui interdisent à un président des États-Unis de parler sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Voilà le monde dans lequel on est. Donc évidemment qu'on ne part pas sur un accord gagnant-gagnant, pas du tout. Mais il peut y avoir quand même d'accord. Il peut y avoir. D'ailleurs, vous savez, j'ai cité hier dans la conférence de presse. C'est très intéressant. Quand Modibo Keïta a fait partir les troupes françaises du Mali, il a dit le Mali demeurera fidèle à sa politique de coopération avec tous les pays sans exception, c'est-à-dire même avec la France. On ne fait pas de l'anti-France. On n'existe pas en fonction de qui que ce soit. On veut notre indépendance. Nous sommes prêts en peuple souverain à poursuivre la normalisation de notre rapport avec la République française. Mais à l'époque, il savait ce qu'il voulait, Modibo Keïta. Il voulait une armée nationale formée, équipée. Il voulait une banque nationale, sortir du franc CFA, c'était la priorité, donc il a créé la banque en 1962. Il a créé le franc malien. Et il a créé une banque de crédit pour investir dans l'économie, dans la santé. Et il savait ce qu'il voulait. Donc quand on sait ce qu'on veut, on peut travailler avec n'importe qui. Il était sur la bonne voie. Il savait ce qu'il voulait. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « Ne te laisse pas lécher par qui peut t'avaler ». Donc, c'est ça la question. Il ne faut pas se laisser toujours amadouer par des accords, de l'argent, des armes, etc. Il faut avoir une souveraineté économique, militaire et de santé. Et après, on peut travailler avec tout le monde. Et c'était ça que voulait Modibo Keïta. Et c'est ça pour lesquels se battent aujourd'hui l'honorable Moussa Diarra et les autres. Les mouvements Yerawolo debout sur les remparts. Yannick, vous, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, les Gilets jaunes, quel est le point commun entre vous et le mouvement Yerawolo pour cette manifestation? En quoi vous vous retrouvez? Yerawolo, il regarde Macron, il voit un valet servile de cette oligarchie financière. Les Gilets jaunes regardent Macron, ils ne voient qu'un valet servile de cette oligarchie financière. Ça, c'est le point commun. Il faut être très clair, et je crois que n'importe qui peut comprendre ça. C'est quand, parce que cette oligarchie, elle a plusieurs moyens de contrôle et d'asservissement des peuples du monde. Il y a la finance, elle contrôle les monnaies, donc elle contrôle les investissements, et donc le non-développement ou le mal-développement des peuples. Et elle contrôle aussi les médias, les organes de presse, la propagande, etc. Vous avez par exemple, quand François Hollande et Angela Merkel découvrent que les services de renseignement américains, la NSA, surveillent le portable du président de la République. Quelle a été la réaction du président de la République française? La même que Ibeka par rapport à Macron. Donc à ce moment-là, Macron, il n'est même pas digne. Il défend même pas la fonction présidentielle. Et ils n'ont rien dit. Donc c'est les mêmes qui ont fermé le compte Twitter de Donald Trump. C'est cette oligarchie financière qui contrôle les réseaux sociaux, qui, j'ai appris aussi maintenant, a interdit d'accès au Facebook les ministres du Ouganda. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, Macron à l'époque et Merkel? Rien. Donc ce sont des valets serviles de l'oligarchie. Ce ne sont pas des représentants du peuple français ou d'une partie du peuple français. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, leurs intérêts et les intérêts de ceux qui les ont financés. Point. Et ça, ici, comme chez nous, on l'a bien compris. Et maintenant, moi je pense que le gouvernement français, il ne va pas apprécier notre visite ici, parce que c'est devenu, on le savait très bien dans notre cœur et dans notre âme, mais ça devient maintenant physique. Mais cette intervention, elle est légale quand même, elle est autorisée par l'Assemblée française, ou bien, qu'est-ce que vous... Oui, elle est légale. Oui. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? En tant que rapport à ça, on mobilise les Français justement pour qu'ils comprennent les politiques qui sont menées, parce que les politiques qui sont menées depuis 30 ans, en fait, elles sont injustes, c'est-à-dire qu'elles réduisent le niveau de vie des gens. Donc politiquement, nous on se bat, les Gilets jaunes sont venus derrière, donc on continue parce qu'on ne fait pas une révolution sans éduquer les gens. Et aujourd'hui, les gens, ils se sont laissés un petit peu endormir.
Donc là, ils commencent à réaliser. C'est pour ça qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, ce que disait Yannick, toute la population les soutenait parce que tout le monde savait qu'il y avait un malaise. Après, on est un pays démocratique, on est une république. Il va y avoir des élections l'année prochaine. On aura des candidats et on va essayer de mobiliser la population justement pour changer la D'accord, revenons à la manifestation du 20. Honorable, est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas prétentieux de demander le départ des troupes françaises du Mali? Non, pas du tout prétentieux. Et comme je l'ai dit, le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'assurer notre sécurité. Est-ce que notre armée est prête aujourd'hui? Moi, je vous repose la question. Oui. Aujourd'hui, on l'a dit, la France est là. Elle nous cause la misère, des tueries, des vols de nos ressources. Aujourd'hui, si la France part, il y a quoi de plus? On sera débarrassé de la misère, du vol et puis de ces différentes tueries. Mais nous avons entendu à l'Assemblée, vous-même, quand vous étiez député, le ministre Daïrou l'a dit, que notre armée aujourd'hui a besoin de se préparer encore. Il n'y a pas besoin d'assurer cette défense. C'est un problème d'effectif. Aujourd'hui, quand un ministre de la République qui est là, qui dit que nos soldats manquent d'eau, nos soldats manquent de cette chose, alors que nous avions à l'Assemblée nationale voté une loi de programmation, une loi d'orientation et de programmation militaire pour cette armée. C'est désolant. Et vous? C'est désolant. Ben oui. Donc, je pense que... Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à l'exécution de cette loi? La loi d'orientation militaire, c'était une première. Une loi d'orientation et de programmation militaire de 1,230 milliard mis à la service de l'armée. Je pense qu'il devait nous faire part de la gestion du C. Vous avez demandé? Vous avez demandé? Nous avons demandé parce que la loi même demande à ce qu'un rapport soit déposé par trimestre au niveau de la commission finance et de la commission défense. Donc nous avons tout le temps demandé ces rapports. Ça n'a pas été déposé. Quand vous voyez aujourd'hui notre acharnement, le fait que moi je me lève aujourd'hui pour faire ces dénonciations, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a des choses que nous avons cherché à comprendre, que nous avons cherché à connaître, qu'on nous a cachés. Mais il y a des secrets de défense aussi, on est unanime. C'est des questions de défense en matière d'argent. Ce n'est pas seulement cette loi de programmation militaire qu'on a seulement votée. Il y a la loi de programmation de la sécurité intérieure aussi qu'on a votée, qui était estimée aussi à peu près à 500 milliards. À 500 milliards. Pour dire qu'aujourd'hui, nous en tant que représentants du peuple, nous avons fait ce que nous devons faire. Si aujourd'hui la hiérarchie militaire vient publiquement dans une interpellation dire que nous manquons de ça, je pense que le préalable aurait été de nous dire comment a été faite la gestion de ces fonds-là. Donc c'était là le problème. Et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Parce que quand il a dit ça, nous ne pouvons pas comprendre en tant que représentants du peuple. C'est l'argent du contribuable qui a été voté et mis à votre disposition pour qu'aujourd'hui ces forces armées de sécurité soient mises dans toutes les conditions et travailler en collaboration avec vraiment ces forces étrangères. Et si ce n'est pas le combat aujourd'hui qu'il faut mener, au lieu de demander le départ, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que l'argent a été utilisé pour acheter des matériels défectueux. Nous avons vu que l'argent a été utilisé pour acheter des avions qui sont jusqu'à présent coulés au sol. Mais ça, est-ce que ça c'est la France honorable? Non, ça c'est les Maliens qui ont géré des propres fonds maliens. Bon, et aujourd'hui tout ça, on va revenir à la question de cette oligarchie-là. De cette oligarchie qui est là. Et c'est ce qui a fait partir vraiment le régime là. C'est ce qui a fait partir le régime de Ibeka. Les dénonciations. Mais en quoi on peut reprocher la France aussi dans cette gestion? Mais la France joue avec ses valets locaux ici. En faisant quoi? La France a toujours... Dans ses fonds, qu'est-ce que la France a eu? La France avait des intérêts aussi dans ça? C'est pourquoi on a tout le temps dit. Même si le président nous a dit que des avions étaient achetés par la France. Mais quand l'ambassadeur dit que ceux qui sont partis acheter les avions savaient les problèmes que ces avions avaient, y compris ceux liés à la maintenance. Ça veut dire quoi? Que nous avons tous été trahis, nous, le peuple, nous avons été trahis. Ça veut dire que nous avons été trahis. Parce que la France ne voudrait jamais qu'on paye avec eux des appareils
qui peuvent venir vraiment démasquer ce qu'ils sont en train de faire. Mais à l'époque, on a interpellé, moi j'ai interpellé qui de droit pour dire, et répondez à cet ambassadeur-là. Vous dites à cet ambassadeur-là que ce qu'il vient de dire, ce n'est pas vrai. Mais personne n'est sorti. Ça veut dire qu'il y a des ennemis à l'extérieur et puis des ennemis à l'intérieur. Notre combat, c'est contre cela. Notre combat, c'est contre cela. C'est pourquoi on dit que cette oligarchie qui est là aujourd'hui, qui veut avoir la même main sur tout là, a son bras long parmi nos dirigeants. Et c'est ce qu'ils nous sont en train de combattre. Aujourd'hui, le Yeraolo Debout dans son combat, ne va pas cibler automatiquement les responsables du pays. Mais vous avez vu vous-même, quand nous avons commencé à organiser cette manifestation, quand nous avons fixé la date, quand nous avons commencé à être dans les grains, comme je l'ai dit, quand nous avons commencé à être sur les chaînes, sur les antennes, nous avons vu que les pressions, ce n'est même pas sur la France seulement, mais c'est sur les dirigeants qui sont... Mais ceux qui pensent qu'aujourd'hui on a besoin de la France... Aujourd'hui, ceux qui sont en train de dire qu'on a besoin de la France et qu'ils ne nous voilons pas la face, qui sortent pour dire que voilà ça comme acte que la France a posé. Il ne peut pas le dire. Je prends à témoin aujourd'hui, cette sortie ratée aujourd'hui du président du CNT. Ça peut expliquer quoi? Par rapport à certains membres du CNT. Ça peut expliquer quoi? Mais est-ce que cette manifestation ne pouvait pas avoir d'autres objectifs autres que le départ des troupes françaises? Parce que quand on essaie de voir cette géopolitique, oligarchie dont vous parlez, je pense avoir compris qu'il y a d'autres objectifs. Oui, mais ce qu'il faut prendre en compte, oui, Sébastien, c'est qu'aujourd'hui les peuples sont plus intelligents que les politiques et les journalistes. Parce qu'en France, les gens y croient plus, à plus de 60%, ils croient plus ce qui est dit dans les médias. Voilà. Donc aujourd'hui, les peuples sont plus intelligents. On va leur dire, oui, mais si la France part, ça va être le chaos. Nous, si on sort de l'euro, ça va être le chaos. Dès qu'on fait quelque chose, ça va être le chaos. Mais aujourd'hui, les gens, ils y croient plus une seconde. Vous voyez, rien que le fait qu'un Malien, un Ivoirien, un Sénégalais puissent dire qu'ils ont encore besoin que la France, c'est ce que j'ai dit dans la conférence de presse. Il y a un rapport de l'ENUC qui vient de sortir sur l'indice de développement humain, c'est-à-dire le niveau de vie des gens, alphabétisation, santé, etc. Le Mali est 184e sur 189. Tous les pays de la zone CFA sont dans les 20 derniers. Donc comment un Africain peut encore dire aujourd'hui qu'il a besoin de la France alors que la France, depuis la fin des années 60, le néocolonialisme, a fait en sorte que ces pays, dont elle contrôle la monnaie, soient parmi les plus pauvres dans le monde. Donc il n'y a qu'un imbécile pour dire encore aujourd'hui qu'un Africain a besoin de la France. Il n'y a que des imbéciles qui peuvent dire ça. Et ce que disait Pouemi, qui est un économiste pour qui j'ai beaucoup de respect, qui était du Cameroun, il disait la France est le seul pays dans le monde à avoir réussi l'extraordinaire exploit de maintenir sa monnaie, et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. Vous allez expliquer ça aux Chinois, aux Russes, leur dire que c'est le trésor public français qui contrôle votre budget, vous êtes sous curatelle, il ne faut pas dépenser, etc. Mais personne dans le monde ne comprend ça. Et je vois des Africains défendre le franc CFA, mais je marche sur la tête. Même nous les Français, on est contre le franc CFA. Donc voilà la relation entre la France et l'Afrique. D'accord, mais Yannick, est-ce que pour vous, cette manifestation pouvait avoir aussi d'autres objectifs? À vous entendre parler, il y a des questions de franc CFA, il y a des questions de la gestion aujourd'hui des fonds du G5 Sahel par la France. Oui, ça, il faut le dire. Oui, mais pour aller au troisième étage, il faut passer par le ça, premier. Ça, c'est pas les vraies questions aujourd'hui qu'il faut débattre. Mais pour lesquelles il faut se battre. Oui, mais pour aller au troisième étage, il faut bien passer par le premier étage et le deuxième étage. Donc il y a des étapes, il y a une stratégie. Est-ce qu'on n'est pas en train de sauter il y a des objectifs. Et ça, je ne vais pas revenir sur les objectifs de Yeraolo. Mais il y a des objectifs, c'est évident. D'abord, le départ de l'armée française, parce qu'elle a été inefficace, inepte. Et avec les ONG qui sont à côté, elles ont joué malheureusement pour les soldats le sale boulot en fait de voir le Sahel comme une zone d'influence qu'on contrôle, qu'on domine, alors qu'on n'est même pas chez soi. C'est pas la question. Donc première chose, il faut que l'armée française rentre chez elle pour faire son travail de protection des Français en France. Ça, c'est la première chose. Il y a des Français ici, au Mali aussi. Il y aura une deuxième. Ils vont nous protéger. Il y aura une deuxième étape évidente. Parce que si on nous parle de combattre le djihadisme et le terrorisme international, et bien justement, il va falloir à un moment donné qu'on arrête le financement de ce terrorisme. Et nous, en France, nous les Gilets jaunes,
on va mettre la pression sur le gouvernement le jour où l'armée française rentre à la maison, on va mettre la pression pour qu'ils combattent vraiment le terrorisme, ici comme ailleurs, parce qu'ils ne combattent pas vraiment le terrorisme. Et donc nous, on veut qu'ils combattent vraiment le terrorisme. La question du financement, on ne pose jamais cette question-là. On ne sait pas comment ça se passe. Mais on sait très bien, il suffit de... Pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre un truc très simple. Il y a un blanchiment de l'argent par lequel il faut passer par des banques. Donc à un moment donné, ça passe par des banques. Oui. Donc il faudra bien trouver quelle banque. On a des services de renseignement qui travaillent un peu. D'accord. Honorable, le 20 janvier, c'est une date symbolique au Mali, c'est une date de l'armée. Vous l'avez choisi par hasard, je le sais. Et le thème aussi... Andy, non, parce que le 20 janvier, vous voulez soutenir l'armée malienne. Le 20 janvier, ce n'est pas une date choisie par hasard. Oui. Le 20 janvier 1961, le président Modibo Keïta a demandé à ces mêmes troupes françaises de rentrer. Leur départ, il a demandé leur départ le 20 janvier 1961. Aujourd'hui, il a voulu débousser le rempart. Se considérant comme fidèle héritier de Modibo, a choisi le 20 janvier pour demander le départ des troupes françaises. Je l'ai dit, le combat. Nous voulons faire cette fois-ci le combat autrement. Nous avons un programme d'activité assorti d'un plan d'action que nous allons mettre en œuvre courant toute l'année 2021. Donc c'est pourquoi la première grande manifestation, c'est on organise à cette date historique du départ des troupes françaises demandées par Modibo. Justement, cette fête du 20 janvier, c'est la commémoration des 60 ans d'anniversaire de l'armée malienne. À 60 ans, comment vous voyez aujourd'hui le parcours de l'armée malienne? Bon, 60 ans de parcours de l'armée malienne, nous dirons que juste après Modibo Keïta, l'armée malienne, après les présidents Moussa Traoré, Alpha, ATT, mais nous avons vu quand même que l'armée malienne, qui était une puissance sous-régionale, a perdu vraiment a perdu vraiment toutes ses qualités en matière de formation, en matière de matériel. L'armée malienne est tombée vraiment en désuétude. Pourquoi? Nous avons vu les flammes de paix ici, qui ont été organisées ici. Nous avons vu quand même tous les avions que l'armée malienne avait ici sont restés sans maintenance. Parce qu'on ne s'est pas occupé de ça. Donc l'armée qui était censée être la première puissance sous-régionale est venue jusqu'au dernier niveau. Parce qu'on n'en a pas fait notre problème. D'où le soutien à l'armée. Est-ce que dans ce cas, est-ce que vous pensez que cette armée aujourd'hui a mesure de défendre le territoire malien? Depuis le coup d'État de 2012, nous avons quand même vu dans un premier temps, parce que nous l'avons cru, avec le président Ibeka, qu'on allait assister à un rayonnement d'abord moral des troupes, ensuite un rayonnement en équipement. Mais les premiers matériels qui devaient même venir, l'armée, ont été bloqués dans un premier temps. Bien vrai que nous avons pris en plus vraiment des matériels là, nous avons pris certaines lois pour aider ces soldats qui meurent sur les champs de l'honneur, les soldats qui sont blessés sur les champs de l'honneur. Nous avons pris des lois pour les protéger, pour protéger leurs ayants droit. Même l'application, la mise en œuvre de ces lois a souvent posé problème. Donc vous comprenez aujourd'hui notre seulement. Nous pensons qu'aujourd'hui... Ce tableau dépeint quand même... Oui, ça dépeint un peu, mais aujourd'hui... l'armée a besoin de soutien encore du temps pour se préparer. Nous avons vu juste après les événements du 18 août passé que l'armée est en train de monter en puissance. Il y a de ces opérations que l'armée a menées seule et qui ont fait le succès. Et ces opérations ont été décriées aujourd'hui par ces troupes, sinon interdites par les troupes. Nous sommes au courant de ça. En plus de cela, nous avons vu qu'avec le changement du 18, nous avons assisté à moyen d'attaque, moyen de tuerie. Donc, nous disons que notre armée est en montée. On a vu tout récemment les hélicos, les avions qui ont été achetés. Donc, réellement, ce n'est pas tout de suite. Mais c'est un processus. Est-ce qu'il ne faut pas donner le temps encore à l'armée? Aujourd'hui, je pense que il faut aller beaucoup plus vite. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut remercier les partenaires qui sont là? Moi, je dis,
Si vous allez prendre dans l'histoire même de la France, quel combat de terrorisme la France a gagné dans le monde entier? Où? Ou les Américains. Ils ont gagné quel combat pour la lutte contre le terrorisme? Il n'y en a pas. C'est des forces d'occupation qui sont là. Nous avons fait ces analyses-là. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, quand tu vas faire le bilan vraiment de la présence militaire française aujourd'hui, c'est un échec. Mais qu'est-ce que vous proposez maintenant à la place des troupes françaises? Qu'est-ce que vous proposez? Nous pensons dans notre lutte. S'il y a départ aujourd'hui, dans une lutte comme celle que nous sommes en train de mener, ce n'est pas une lutte facile. Nous en sommes conscients. Demander tout de suite le départ des Français, même si la France dit qu'elle va plier bras ici, comme elle l'a fait en 1960, comme elle a été demandé. Nous savons tout ce qu'elle va poser comme jalon, tout ce qu'elle peut poser comme dégâts. C'est pourquoi il y a eu debout sur le rempart. Nous sommes quand même entre hommes et femmes, stratèges, intellectuels. Nous avons nos stratégies. C'est vrai que nous voulons tendre la main à d'autres partenaires, comme certains sont en train de... On entend parler très souvent comme de la Russie. Des Russie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même si la France plie ses bagages, il faut mettre des garde-fous. Il faut aujourd'hui une puissance dont la France peut avoir au moins peur, qui peut aujourd'hui nous aider à minimiser les dégâts. Quel genre de puissance voulez-vous? Non, les puissances mondiales aujourd'hui, nous avons signé en même temps. Non, pas l'aménagement. L'aménagement, comme je l'ai dit, c'est une branche de la France. C'est une branche de la France. Tous les hauts officiers aujourd'hui de l'aménagement sont des Français. Mais vous demandez le départ de la France, des troupes françaises, mais l'aménagement peut rester. Non, on a dit les forces étrangères. Pour nous, aujourd'hui, l'aménagement et les forces Barkhane, ce sont les mêmes forces. Parce que nous, dans notre lutte, et ce que nous allons mener, quand vous allez même à Badjangara, il y a le peuple qui a demandé vraiment à ce que l'aménagement vraiment ne rentre pas chez eux. Donc pour nous là, ce sont les mêmes. Nous, notre combat, c'est de demander à ces forces étrangères aujourd'hui de rentrer. Comme je viens de le dire, aujourd'hui nous sommes dans la mesure quand même de mettre tout en œuvre, surtout avec les autorités. Nous ne sommes pas une entité qui peut demander cela. C'est le peuple, mais nous allons travailler avec nos autorités pour quand même que les partenariats qu'on va signer ultérieurement soient un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas pour une longue durée, mais pour une courte durée afin d'essayer. Quel genre de partenariat? Qu'on revienne sur l'accord de coopération? On peut revenir sur l'accord de coopération avec la Russie, signé en 2019. Quand Daïro est parti en Russie en 2019, il a signé un accord de coopération militaire avec la Russie. Bien vrai qu'il y avait cet accord. Et pour la France. Et pour la France. Donc il s'agit de voir avec la France aujourd'hui les clauses vraiment de ce contrat que nous avons. De revoir certaines clauses. De revoir certaines clauses. Ça veut dire que nous avons toujours besoin de la France, des troupes françaises. Aujourd'hui, comme on l'a dit, si vous voyez aujourd'hui l'acharnement du peuple malien contre cette politique française, c'est qu'elle est quelque part, elle n'est pas bien menée. Si la France jouait franc jeu avec nous, personne n'allait dire qu'il y a ceci, il y a cela. Nous, notre problème, c'est que ce contrat qui nous lie n'est pas bien mis en œuvre, n'est pas bien exécuté. D'accord. C'est ça le problème. Sébastien, à l'entame de cette émission, vous avez voulu parler de l'armée malienne. Et vous, en tant que Français, comment vous voyez aujourd'hui cette montée en puissance de l'armée? Comme l'a dit Honorable, est-ce qu'elle a mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité et la défense des Maliens? Alors ça, en tant que Français, c'est difficile à prendre position parce qu'on ne connaît pas tous les détails de comment est l'armée aujourd'hui au Mali. Par contre, je pense que l'honorable M. Diarra a raison, c'est-à-dire que là, je reviens de Kati. On a longé la voie ferrée. C'est des tonnes de détritus dessus, il n'y a plus rien. Les gens crament des poubelles dessus, etc. Et ça, ça me met en colère de voir qu'un homme avait essayé de bâtir des chemins de fer. J'ai cité hier tout ce qu'il a construit. La Régie des transports du Mali, la Régie des chemins de fer, la Société d'aviation civile, Nationale des entreprises de travaux publics, Pharmacie populaire. Modibo Keïta. Voilà, tout ça avait été créé pour se développer. Et il n'avait pas besoin d'attendre que les Français soient là ou pas. Donc c'est vrai que ça a été le retour de la France-Afrique, après le départ de Modibo Keïta, a été le début de la fin. Donc aujourd'hui, il est très important que ce symbole du départ des troupes françaises, qui est appelé pour le 20 janvier, remarque le début de quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important la stratégie dont il parlait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que comprennent les citoyens, en venant, les Gilets jaunes disent « Ah, les Gilets jaunes, on est avec vous », parce qu'ils comprennent qu'ils ont une stratégie.
Et aujourd'hui, on ne peut pas défendre cette présence. Alors, est-ce que l'armée malienne, aujourd'hui, est prête ou pas? Moi, je ne saurais pas répondre. Je ne connais pas tous les détails. Par contre, je sais que si le symbole et si le peuple pousse le CNT, que le CNT prend ses responsabilités et que le CNT applique ce qu'a fait Modibo Keïta à l'époque pour les mêmes raisons, quelque part, alors ça marchera. Alors ils pourront se libérer, être souverains militairement, et l'année suivante, je l'espère, créer une banque nationale et sortir du franc CFA pour être souverain économiquement. C'est ça l'avenir du Mali. Il n'y a pas d'autre choix, c'est l'avenir du Mali. C'est ce que Yéré Wolo propose aujourd'hui, c'est ça. Si on ne le fait pas, eh ben on aura encore 10 ans, 20 ans. Mais selon vous aussi, il doit y avoir partenariat aujourd'hui entre la France et le Mali. Mais il peut très bien y avoir des partenariats parce que quel partenariat même quand la France, les troupes françaises sont parties, pendant encore plusieurs années, le Mali a travaillé avec la France, ils importaient beaucoup de choses de France, mais Modibo Keïta savait exactement ce qu'il voulait. Vous savez, quand les Éthiopiens ou les Kenyans disent à la Chine, bon vous venez, mais nous on veut un train à grande vitesse, on veut ça. Pas autre chose, on veut ça. Si vous voulez faire ça, vous venez. Sinon, vous venez pas. Donc demain, le président de la République du Mali, je ne sais pas qui ce sera, après la transition, etc. Si c'est un vrai dirigeant, il dira à la France, on redéfinit les accords de coopération, on remet l'armée malienne sur pied, et on fait des accords avec vous pour former les gens là, former les gens là, former les gens là. Il n'y a personne qui s'en sort tout seul, vous savez, la France. On a plein de coopérations avec l'Europe, avec l'Asie, avec les États-Unis. Tout le monde travaille avec tout le monde. Donc c'est pas de dire est-ce que ah oui mais on a encore besoin de la France, on n'a pas besoin de la France. C'est pas un débat. Une coopération gagnant-gagnant. C'est pas un débat parce que si vous savez ce que vous voulez, vous allez travailler une fois avec le Japon, une fois avec la France, une fois avec la Russie. Mais vous savez ce que vous voulez. Et moi j'appelle le peuple malien, et c'est ce que je vois dans ce que propose Yéré Wolo, c'est qu'aujourd'hui je crois que le peuple malien il sait ce qu'il veut et il n'aura aucun problème à travailler avec la France. Si la France accepte les conditions imposées par le Mali et que ce soit plus l'inverse, où le Mali subisse la dictature de la France. D'accord. Des politiques du gouvernement. Yannick, nous allons parler, vous avez parlé d'oligarchie et aussi des intérêts financiers français. Aujourd'hui, quand vous parlez de la France, certains pensent au carburant, le Total, Shell, Bolloré, voilà, un peu qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces intérêts aujourd'hui dans votre lutte? Est-ce que le peuple, le mouvement Yéré Wolo doit aussi être sur les remparts face à ces intérêts? Juste avant de vous répondre sur ça, je voudrais quand même appuyer sur ce que vient de dire Sébastien. Je suis complètement d'accord avec lui. Parce que, en fait, le départ de l'armée française du Mali, ça sera un signal pour toute l'oligarchie financière du monde, pour tous les impérialistes, que c'est le temps des peuples. Que le 21e siècle, c'est le temps des peuples. Que ce qui a été fait par des grands dirigeants de Modibo Keïta, de faire du 20e siècle le temps des peuples, ils n'ont pas réussi, mais ils ont montré la voie. Ça doit être au 21e siècle l'accomplissement plein de temps des peuples, et plus le temps de cette oligarchie. Ça fera partie des livres d'histoire, point, ici comme ailleurs. Et que ça soit en plus un coup de sifflet fait par le peuple malien, je serai le plus heureux du monde. Maintenant, moi, en tant que Français, en tant que citoyen français, en tant que gilet jaune, je ne peux pas croire que la France et les militaires français, qui ne sont que malheureusement le bras armé, c'est pas eux les décisionnaires, il ne faut pas confondre le soldat qui n'est pas décisionnaire, parce que c'est qui le chef des armées en France? C'est Emmanuel Macron. Je ne peux pas croire que le chef des armées françaises vient avec des bonnes intentions au Mali lorsqu'il fait ça à son propre peuple. Lorsqu'il tire, lorsqu'il blesse, lorsqu'il tue même parfois certains de ses citoyens. Ça, c'est quelques photos parmi les 3000 blessés qu'il y a eu au sein des Gilets jaunes. Et juste pour que vous compreniez bien, là, l'homme au chapeau, il s'appelle Jérôme. Il était en plein live Facebook sur la place de la Bastille. Il est en train de dire à des jeunes de se calmer. Il y avait des tensions entre les policiers et des jeunes manifestants. Il est venu en train de dire « calmez-vous ». C'était quelqu'un qui est respecté dans le mouvement des Gilets jaunes, qui est très connu, Jérôme Rodriguez. Il est venu pour dire « on se calme, partez les jeunes, etc. » Et qu'est-ce qu'il a eu? Une balle de caoutchouc dans l'œil. Un policier l'a visé délibérément dans l'œil, il a perdu son œil. Donc je ne peux pas croire que le chef des armées qui a lancé sa police contre nous et qui a fait ça, vienne avec des bonnes intentions au Mali. C'est niette. Maintenant, pour vous répondre quand même à votre question... Les intérêts français au Mali. Voilà. Il faut savoir, je vais prendre l'exemple de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, à l'extérieur, donc c'est un oligarque, c'est un homme très riche et qui n'en a rien à foutre de ce que vous pensez, qui a ses intérêts, qui défend ses intérêts, quitte à mettre en esclavage des enfants. Et c'est ce qu'il fait actuellement en Afrique. Il contrôle les ports,
ils contrôlent des trains, ils contrôlent des territoires entiers. Comment? Des pays qui sont retrouvés au bord du surendettement à cause des politiques du FMI, à cause des oligarchies qui ont empêché le développement de ces peuples, lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix, entre guillemets, c'est présenté comme ça, que vendre des bouts de territoire comme des ports, des formes de concessions et des trains, Bolloré, il vient acheter ça. Et le même Bolloré, il détient des médias en France. Vous avez CNews. Avant, il avait détenu Canal+. Maintenant, il détient CNews. Vous avez BFM TV et vous avez CNews. C'est les deux grands chaînes en continu en France. CNews, c'est détenu par Bolloré. Donc, c'est la vision de Vincent Bolloré. Et qu'est-ce qu'on a sur CNews? Des attaques contre les Gilets jaunes. Ce sont des voleurs, des menteurs, des antisémites, des complotistes, d'extrême droite, et on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas. Alors je peux vous dire qu'en revenant en France, en plus ils vont au Mali défendre des gens qui ne sont pas très clairs, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces Gilets jaunes? Voilà, ça c'est la ligne de CNews, c'est la ligne de Vincent Bolloré. Colonisation à l'extérieur, Vincent Bolloré, colonisation à l'intérieur des esprits des Français. D'accord. Mais nous savons que la France aussi appuie le Mali financièrement. Il y a l'agence de développement français au Mali qui finance beaucoup de projets. Aujourd'hui, vous demandez le départ des forces françaises. Est-ce que c'est cohérent aujourd'hui en même temps de continuer à percevoir? Je vais vous répondre en une seule phrase. L'appui, Aujourd'hui, on dit, comme on le dit couramment dans un adage, toute aide qui ne nous aide pas à nous passer de l'aide est une aide à rejeter. C'est de l'aide au sous-développement, vu le résultat. Aujourd'hui, vous pensez que tout ce que la France nous fait comme aide là, ça nous développe sur quel plan? Il a été très clair. Aujourd'hui, la lutte que nous menons, nous avons des gros projets pour ces pays. Nous nous reconnaissons en Modibo Keïta parce que quand il a demandé le départ de ces troupes-là, parce qu'ils avaient quand même une série de projets, une série de projets en vue. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. L'éducation dont on parle, qu'on ne peut pas parler aujourd'hui au Mali. La santé, qui est un problème crucial aujourd'hui au Mali, ainsi que dans d'autres domaines. Vous pensez que nous pouvons résoudre tous ces problèmes-là comme ça, avec cette mauvaise politique française dans notre pays? Jamais. C'est la détérioration vraiment de ces systèmes-là aujourd'hui est la conséquence de cette mauvaise politique française dans notre pays. Donc nous pensons qu'il faut combattre d'abord les mal à sa source. Les mal à sa source. En combattant cette mauvaise politique française aujourd'hui, en redéfinissant vraiment tous les accords que nous avons avec, pas seulement avec la France, même avec tous les autres pays. Je prends l'exemple sur vraiment les accords que nous avons par rapport à l'exploitation de l'or au Mali aujourd'hui. Mais quand ils expliquent ça aux Maliens, mais ils vont tomber en syncope. Nous perdons. Je dis à qui veut l'attendre, si le Mali avait été bien géré, si le Mali avait été bien géré vraiment par les différents responsables, qui n'auraient pas été vraiment des valets de ces oligarches, le Mali, on allait comparer le Mali aujourd'hui à ces Qatar-là dont beaucoup se glorifient, ces Émirats arabes aujourd'hui. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, la présence de nos ressources minières, nos ressources du sous-sol aujourd'hui, si c'est bien géré, le Mali serait aujourd'hui un pays émergent. Les Malikoura dont nous rêvons aujourd'hui, ça c'est les jalons que nous sommes en train de poser en demandant le départ des troupes françaises. Donc nous pensons que dans cette lutte, tout le peuple malien, sans distinction de race, d'ethnie, de religion ou autre là, nous devons nous donner la main pour aller vers ça. Nous avons vu que le combat du M5 a consisté à faire partir IBK. Ce n'est pas pour stigmatiser le regroupement, mais si à ce combat était associé le combat vraiment de demande de départ des forces françaises, on allait commencer à mettre déjà depuis vraiment la fin de ce combat du M5, la mettre les premiers jalons du Mali. Mais donc on perd que le Mali soit envahi par des terroristes après le départ de ces troupes françaises. Mais aujourd'hui, stratégiquement, est-ce que c'est possible d'avoir une force commune aujourd'hui de toutes ces forces qui interviennent au Mali sous le commandement malien? Il y a terroriste quand il y a la France. Il y a terroriste quand il y a la France. Quand il n'y a pas de France, il n'y a pas de terroriste. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir une force commune aussi?
Bon, la force commune, il faudra donner la latitude, l'indépendance vraiment à chaque pays africain, comme je l'ai dit. Quand les pays africains vont venir sur leur territoire sous le couvert de l'aménagement, c'est pour nous voiler la face. Quand tu es dans l'aménagement, tu es venu, tu es lié, chaque pays est lié à l'aménagement par un contrat. Les militaires qui viennent d'autres pays sous le couvert de l'aménagement, ils sont liés par le contrat de l'aménagement. Tu ne viens pas pour ton pays, pour servir ton pays, mais dicter ce que ton pays te dit. Tu es là, tu suis les règles de l'aménagement. Ce n'est pas comme si le Mali fait appel tout de suite, quand même au Nigeria, comme si le Mali fait appel tout de suite en Guinée-Conakry tout de suite. Ce n'est pas la même chose. Donc nous avons dit pourquoi le G5 Sahel aujourd'hui n'a pas pu fonctionner. Le G5 Sahel ne pourra jamais fonctionner. Parce que quand le G5 Sahel n'a pas fonctionné avec vraiment les pays du G5 Sahel, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin vraiment d'autres troupes étrangères. Donc ça ne pourra pas fonctionner. Tout cela témoigne aujourd'hui de la mauvaise politique française que nous avons sur notre territoire. Si aujourd'hui il a été question de financer les G5 Sahel, il y a eu la mauvaise foi. Il faudrait que nous comprenions aujourd'hui. On ne voudra jamais que nous puissions vraiment assurer notre propre sécurité. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas. Sur ces 5 pays-là réunis, peut-être que, je dirais même 4, parce que la Mauritanie, je n'ai jamais considéré la Mauritanie comme un pays du G5 Sahel. C'est le seul pays de nos jours qui n'a subi aucune attaque. Et nous avons les raisons aujourd'hui. Donc il faut faire extrêmement attention avec ces forces étrangères. Donc nous pensons que si... et l'opération Takuba qui est annoncée. Bon, l'opération Takuba, ça a été annoncé, mais moi je n'ai vu aucune action concrète vraiment de cette opération. Jusqu'au jour où je prends bon nombre de Maliens. Donc ça, tout ça c'est du folklore. On ne fait qu'augmenter chaque jour que Dieu fait l'effectif vraiment de ces militaires étrangers sur notre territoire. Pourquoi servir? On n'en voit pas. Et à chaque fois, comme je l'ai dit, c'est la propagation des groupes djihadistes sur notre territoire. Et qui est très. D'accord. Sébastien, vous voulez réagir parce que je veux bien, vous faites l'avocat du diable. Hey, allez-y. Non, j'essaie de poser la question que mes spectateurs voudraient bien poser à mes invités. Mais aussi le problème, c'est qu'on ne faut pas créer des faux débats. Oui. Moi, quand j'entends encore parler aujourd'hui d'aide au développement, mais je rigole. Je rigole. Comment en Afrique on peut parler d'aide au développement vu le résultat? Moi, il y a un rapport de la Banque africaine de développement qui dit la corruption en Afrique, c'est minimum 148 milliards par an. En 10 ans, ça fait 1500 milliards. Ok. Juste de l'argent détourné. Même la Banque mondiale a avoué que 15% de ces financements allaient directement dans les paradis fiscaux. Le train entre Nairobi et Mombasa, qui a créé des dizaines de milliers d'emplois, qui a augmenté le PIB réel, qui a été une vraie réussite économique, c'est 5 milliards. Ok, pour 500 km. Si vous faites le calcul, c'est très simple. Vous pouvez construire 185 000 km de chemin de fer à grande vitesse dans toute l'Afrique. Rien qu'avec la corruption. Et encore, on ne dit pas tout. C'est peut-être 1/10 de ce qu'on sait. Donc, vous voulez dire que le problème c'est nous? Vous voulez dire que le problème c'est nous? Je ne dis pas le problème c'est nous. Le problème c'est quand en effet des gens ici se mettent au service de puissances étrangères pour piller les ressources du pays. Donc il y a une partie de responsabilité. Mais aujourd'hui, ce qui est positif, c'est que les peuples se sont rendus compte que des gens étaient vendus pour leurs intérêts personnels. Vous savez, tous les dirigeants africains vont se faire soigner en Suisse ou à Paris, alors qu'ils sont millionnaires et ils pourraient construire des hôpitaux ici. Donc c'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème d'aide au développement. Il faut arrêter avec ce débat d'aide au développement. Moi j'entends ça depuis que je suis né, de l'aide au développement, mais il n'y a pas de résultat. On sait très bien que tout l'aide qui vient, il n'est pas utilisé pour le développement. Vous imaginez 2 millions par jour pour Barkhane, 60 millions par mois. En un an, ça vous fait 600 millions. Vous savez combien vous pouvez créer d'écoles? Combien vous pouvez créer d'hôpital avec 600 millions par an? Pour sauver l'hôpital français, il demandait 800 millions. Vous pouvez avoir un village, une école. Un village, un centre médical. Une ville, un grand hôpital. Avec tout cet argent qui est dépensé inutilement et qui augmente le terrorisme dans la région. Donc il faut arrêter de parler d'aide au développement. Il faut remettre le débat
pour que les gens comprennent, pour que les gens ils aient accès au vrai débat. Sinon, on parle de l'aide au développement et de la présence militaire française comme si c'était inévitable. C'est justement le problème. Ou alors il faut redonner d'autres définitions. L'aide au développement, ça pourrait être 1, la fin de franc CFA, 2, le retour au franc malien si les Maliens le souhaitent, et 3, peut-être mettre en prison des gens comme Georges Soros qui font par leur pari d'argent en bourse déstabilisent des pays entiers. On se souvient que l'Argentine, les gens se sont retrouvés sur le carreau en 98 à cause d'un seul bonhomme, Georges Soros, qui a spéculé sur le peso argentin et qui a fait effondrer la monnaie et le niveau de vie des gens. Heureusement, ils ont bien réagi. Le Kirchner et le FMI, c'est lui qui est parti. Mais c'est peut-être ça, en fait. Si on devrait prioriser aujourd'hui, et si on devrait prioriser aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'on devait prendre? Ça, c'est un moyen de définir leurs priorités d'abord. D'accord. Ça s'est défini là. Et je crois que ça a déjà été dit. Oui, et Honorable a dit que, tantôt Yannick a dit que le départ c'est le Mali, ce qui va se passer le 20. Peut-être les autres vont nous, notre travail, c'est de virer ceux qui sont nos propres valets, qui font le mal ici, mais qui font le mal chez nous, de les virer, qu'on puisse, nous, en tant que peuple, vivre dignement, et que du coup, ici, naturellement, vous savez, si vous asséchez le marais, les crocodiles ne restent pas. D'accord. Je comprends que cette lutte n'est pas seulement malienne, elle est valable pour l'Afrique tout entière. Et pour cela, est-ce que vous avez aussi d'autres appuis avec vous, d'autres activistes qui... mouvement dans la sous-région? Pour la manifestation du 20, nous avons des invités de marque, en plus des gilets jaunes qui sont là. Nous avons le panafricaniste Kémé Seba, qui sera avec nous le 20. Nous avons notre artiste international Salif Keita, qui sera aussi de la fête. Nous avons nos compatriotes, comme Yelene Ticheri, qui sont venus de la France. D'autres Africains aussi qui vont être là pour la même manifestation. Nous avons été au Burkina Faso, à Pau, au moment où Macron invitait ses valets à Pau. Vous savez ce que les peuples burkinabés et les peuples africains ont dit? Qu'ils comptent sur nous les Maliens pour délivrer l'Afrique. Quand Yannick dit que c'est un combat, on dirait même international, ça va prendre sa source au Mali à partir du 20. Donc, nous voulons aujourd'hui que les Maliens les sachent que le pays de Modibo Keïta, comme on aime le dire, le pays de Sundiata, de Firoun, de Babemba, de Tcheba, est un pays béni. Aujourd'hui, organiser cette grande manifestation à cette date historique est vraiment un symbole, un signal fort qu'on veut donner au Mali, à toute l'Afrique et à tout le monde. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Nous savons que nous sommes en état d'urgence. Et... toutes les dispositions ont été prises. Il y a la Covid. Toutes les dispositions ont été prises pour que cet événement se passe conformément aux mesures prises par le gouvernement. Vous parlez de maladies. Le respect des nombres Non, le respect des nombres, je pense qu'aujourd'hui, de participants. Pour tout ce qui est question d'ordre national, parce que le combat que nous sommes en train de mener, c'est une question d'ordre national. Je pense que, je l'ai dit, ce n'est pas pour quand même ironiser un peu. Nous sommes en train, tout le monde entier est en train de lutter contre le Covid-19. Nous luttons d'abord contre le Covid-18. Parce que, je l'ai dit, le Covid-18, là, ça c'est la présence des troupes étrangères sur notre territoire, qui est en train d'ailleurs de faire plus de dégâts, plus de morts que le Covid-19. Donc, nous allons prendre toutes les mesures pour nous protéger, pour protéger vraiment tous ceux qui vont être sur le boulevard de l'indépendance. Nous avons pris des dispositions et la particularité même, nous avons fait des milliers de masques avec les couleurs nationales, les verts, jaune, rouge. D'accord. Donc tout ça pour donner un éclat encore vraiment à cette manifestation. Vous avez l'autorisation? Nous avons passé par toutes les voies pour que nous puissions faire vraiment cet événement-là dans les plus grands calmes et dans la plus grande sérénité. Il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de violence. Nous donnons l'assurance à tout le peuple malien que les gens vont sortir humblement, venir assister vraiment à la rencontre. Toutes les dispositions ont été prises et nous allons rassurer les gens que chacun va rentrer paisiblement chez lui. L'objectif est que ce que le message, le signal fort qu'on va donner
sera un signal qui sera compris par tout le monde. D'accord. Quel est le message que vous souhaiterez passer, vous, Sébastien, ainsi que Yannick? Moi, je vais citer Modibo Keïta. Il disait: je veux lancer un message de fraternité et de paix, et quels que soient les différends qui nous ont opposés ou nous opposent, on ne confond pas jamais les peuples, quels qu'ils soient, avec les gouvernants qui les dirigent. Et ça, c'est le message, et je pense c'est un symbole très fort. C'est la première fois que les Gilets jaunes viennent en Afrique. Et c'est au Mali. Et c'est au Mali. Voilà. Merci à vous. Donc déjà, à mon avis, ça en énerve certains que je connais là-haut, qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas du tout que ce mouvement se développe. Donc déjà, c'est un message de fraternité internationale. Et on sait qu'on va être regardé de partout en Afrique, mais pas simplement en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres pays. Les gens vont voir, si vous voulez, que justement une révolution populaire est en cours contre l'oligarchie dont on a parlé pendant toute cette émission. Et donc ce message de fraternité et de paix, il est très important parce que justement le but du système, comme on l'a dit au début, c'est de diviser pour mieux régner. De mettre les blancs contre les noirs, les musulmans contre les chrétiens, les gens du nord contre les gens du sud. Toujours on invente des choses. Et ce qu'on va prouver demain, enfin mercredi, le 20, c'est que ça marche plus. D'accord. Et Yannick, vous, quel est votre message? Sensiblement sur le fond la même chose, mais les mots sont un peu différents. C'est juste pour dire qu'on est dans un moment de l'histoire que de plus en plus de gens en sont conscients. Et moi, en tant que Français, en venant à plus de 5000 km de chez moi, dans un pays que je ne connais pas, c'est la première fois que mes pieds foulent le sol africain et malien. Donc je suis très honoré. Et de voir dans les rues, en discutant avec les gens, qu'on est là, qui nous reconnaissent et qu'il y a un soutien naturel, un sentiment populaire entre deux peuples, je peux vous dire que c'est très plaisant, mais ça donne une responsabilité très grande, surtout quand on va rentrer en France, encore plus grande. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un moment de l'histoire, et voilà, au Mali, comme en France, comme partout dans le monde, les peuples en sont conscients, que c'est le temps des peuples. Et c'est, à mon avis, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable parce que c'est aussi le fruit du travail de nos anciens qui, dans le passé, ont tenté, ont gagné parfois des batailles, n'ont pas gagné cette guerre en fait, mais finalement, parce qu'ils ont gagné des batailles, ils ont créé quelque chose, un mouvement de fond dans lequel nous arrivons, et c'est inarrêtable, et je crois que nous devons être la génération qui met fin définitivement à l'impérialisme, et ce qu'il y a derrière l'impérialisme, la culture qui va avec l'impérialisme, la domination de l'homme par l'homme doit prendre fin, par la solidarité entre les hommes. Et je crois que ce que nous faisons là doit devenir demain la norme. Cette affiche que vous avez là, Eco France CFA, là, pouvez-vous nous expliquer un peu? Oui, cette banderole là, France CFA, Eco Euro égale esclavage. On a été plusieurs fois à plusieurs endroits avec, mais il y a deux choses qui ont été vraiment très relayées et qu'un certain nombre de gens en Afrique et au Mali ont vues sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez les retrouver sur la page de notre collectif Les Gilets Jaunes Constituants, Facebook ou YouTube. La première, c'est mai 2019, donc à Chamalières, j'en ai parlé tout à l'heure, contre le franc CFA, mais aussi avec nos partenaires de Urgence panafricaniste en France. Nous avons été deux fois. En janvier 2020, nous avons été dire à monsieur Vincent Bolloré, dans la tour Bolloré, ça s'appelle comme ça, la tour de son entreprise, dans les Hauts-de-Seine, dans l'ouest de Paris, nous avons été une petite dizaine, avec des banderoles, avec cette banderole-là, et nous avons dit à M. Bolloré qu'il fallait qu'il change sa politique. Autrement, nous allons revenir plus nombreux. M. Bolloré ne nous a pas écoutés, parce qu'il n'en a rien à foutre. Eh bien, nous sommes revenus, après d'une centaine de gilets jaunes avec Urgence panafricaniste, au mois d'octobre, et nous avons symboliquement, encore une fois, occupé pendant 1 heure la tour Bolloré. On a foutu le dawa, comme on dit, le bordel. Mais alors, nous n'avons rien détérioré, nous n'avons insulté aucun personnel, mais nous avons dit ce que nous avions à dire. Toujours, ça c'est quelque chose qui est important, radical dans la pensée, exemplaire dans l'action. Et nous retrouvons ça avec nos amis de Debout les Rampes d'en bas, radical dans la pensée, c'est-à-dire aucun compromis par rapport à des objectifs qui sont justes pour le peuple, mais exemplaire dans l'action. Nous ne sommes pas là pour foutre le bordel, Nous sommes là pour faire quelque chose de juste. Très bien, merci. Et Honorable Moussa Diarra, qu'est-ce qui est prévu après le 20 janvier 2021? Le 20 janvier, comme je l'ai dit, après la manifestation, c'est le début. C'est le début du combat. Vous espérez avoir combien
les Maliens, les manifestants. Comme vous le savez, nous avons commencé ce combat il y a très longtemps, depuis que les gens se retrouvaient 2, souvent 3, 4. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les journées, les rencontres de sensibilisation et d'information que nous avons tenues courant des mois, nous pensons que cela va porter fruit. Parce que nous avons touché les Maliens jusque chez eux pour les donner les vraies informations, pour les sensibiliser par rapport à cette prise de conscience. Et le 20 janvier, Inch'Allah, je pense que le maximum de Maliens le maximum va sortir. Et les sorties ne seront pas qu'à Bamako ici, dans les capitales régionales. Kaye va sortir, Kouligouro va sortir, Sikasso va sortir, Ségou va sortir, Mopti va sortir, à travers Bayangara, comme je l'ai dit, qui ont interdit vraiment l'entrée de l'aménagement chez eux. Tombouctou va sortir et Gao, que tout le monde crée, va sortir. C'est toutes les capitales régionales. Les capitales régionales, il y aura des sorties dans toutes les capitales régionales ainsi que la diaspora. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 14h sur le boulevard de l'Indépendance. À Bamako ici. À Bamako ici. D'accord. Et Sébastien, les prénoms maliens qu'on t'a donné, c'est lesquels? Et Yannick? Ah ben si, on va pas donner. Je veux parler beaucoup de Modibo. Hein? Oui, on pouvait être le Modibo. Nous, on considère que c'est un grand dirigeant, mais pas un grand dirigeant africain, c'est un grand dirigeant. Oui, oui. Donc, mais vous avez eu un prénom malien encore. Vous avez eu un prénom, peut-être après l'émission. Merci. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'était une émission spéciale consacrée à la commémoration des 60 ans de la fête de l'armée malienne. Et à cette même date, une manifestation est prévue, organisée par le mouvement Yerawolo debout sur les remparts, sur le boulevard de l'Indépendance. Je pense que vous avez compris les objectifs de cette manifestation. Et nous ne pouvons que remercier d'ailleurs nos frères, les Gilets jaunes. Et Sébastien était là, et avec Yannick, et aussi l'honorable Moussa Diarra du mouvement Yerawolo debout sur les remparts. Merci, bonsoir et à bientôt. Merci.